Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de la vision stratégique de la Chine, c'est-à-dire de la manière dont le pouvoir et les intellectuels chinois se perçoivent comme puissance et perçoivent le monde autour d'eux, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Nadège Roland, Distinguished Fellow for China Studies au National Bureau of Asian Research, qui est un think tank consacré aux études stratégiques sur l'Asie à Washington. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre, c'est un plaisir d'être ici à nouveau. Ben oui, alors à nouveau, parce que je vous avais déjà reçu, mais il y a vraiment très longtemps, au tout début du podcast, pour parler à l'époque des routes de la soie, qui n'était plus tout à fait une nouveauté, mais dont on parlait pas tant que ça à l'époque. Alors j'ai cherché, c'était il y a plus de 6 ans maintenant. Et vous étiez donc de passage en France. Vous étiez à nouveau de passage en France, c'était l'occasion d'enregistrer un épisode et puis on s'est raté au cours de votre passage, donc on le fait à distance maintenant. Mais il s'agit de parler aujourd'hui d'un rapport que vous avez publié il y a quelques mois, librement disponible évidemment sur le site du NBR, qui est intitulé Mapping China's Strategic Space, donc plus ou moins cartographier l'espace stratégique chinois, ce qui est à entendre au sens figuré, puisque vous faites vraiment le tour de ce qu'on sait des perceptions chinoises de leur espace stratégique, c'est-à-dire, pour le dire vite, des espaces où ils ont des intérêts stratégiques et où ils sont plus ou moins destinés, selon eux, à exercer de la puissance ou de l'influence, on y reviendra, mais aussi au sens propre, parce que vous faites des cartes dedans en essayant de montrer à quoi ça correspond spatialement, ces ambitions chinoises, et c'est visuellement extrêmement frappant, parce que selon les moments et les auteurs, c'est quand même souvent entre la moitié et 80% de la planète sur laquelle ils ont des intentions plus ou moins directes, ce qui, à voir, est quand même assez frappant, c'est pas banal. Mais avant d'entrer dans le détail, donc j'aurais quand même aimé commencer par vous poser la question de ce que vous avez étudié, et comment, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que la vision chinoise est quand même assez mal connue en Occident. Alors il y a plusieurs raisons à ça, qui sont la barrière de la langue, le fait qu'il n'y a pas tant de gens qui vont lire les documents chinois en version originale, mais aussi le fait que pas grand-chose n'est public, en tout cas par rapport à la masse de réflexion stratégique au sein des élites chinoises, que vous vous attachez donc à aller regarder un peu de près. Mais pour commencer, donc, c'était quoi votre angle d'attaque ou au moins d'étude dans cette question complexe qui est, voilà, comment les Chinois, qui ne sont évidemment pas un groupe monolithique, donc ça complique encore les choses, perçoivent leur espace stratégique, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez procédé ? Oui, effectivement, en fait, ce travail, c'est un petit peu l'aboutissement des 10 dernières années de travaux que j'ai menés, qui ont commencé en partie avec l'étude des routes de la soie, où déjà on voit se dessiner dans la géographie une carte assez détaillée de cette nouvelle influence chinoise, principalement au début sur l'Eurasie. Et puis ensuite qui s'étend vraiment jusqu'à l'Afrique, à l'Amérique latine, etc. Donc c'est au cours de ces recherches que j'ai commencées en 2014 que je me suis posé la question de mais finalement ça ressemble à quoi sur une carte ? Il n'y avait pas de carte des routes de la soie à l'époque. Et en même temps, quand j'ai commencé à regarder et à étudier un peu plus la vision de l'ordre international, telle que définie par justement ces élites stratégiques, cette communauté stratégique chinoise, il y avait certains termes qui revenaient fréquemment dans leurs discussions, dans leurs écrits. Moi, je travaille sur des sources ouvertes en langue chinoise. Et quel que soit, il y a une sorte de langage commun qui était très très visible dans leurs travaux, notamment des expressions telles que espace vital, espace stratégique, compression, strangulation de l'espace. Et donc ces termes revenaient régulièrement dans les écrits de ces intellectuels, enfin de ces intellectuels qui sont pour la plupart au service du pouvoir, mais ils ne sont pas indépendants. On peut dire tout de suite, on y reviendra, mais évidemment il y a un truc qui sonne, ça a trait à l'histoire de la géopolitique, mais l'espace vital, on entend évidemment le Lebensraum allemand des nazis, et c'est quelque chose que vous travaillez un peu, même si c'est difficile d'en faire trop de parallèles, mais disons qu'il y a une préoccupation commune qui est cette question d'une nation qui est compressée, qui étouffe et qui doit se dégager de l'espace pour survivre, quoi. C'est ça, et c'est très transparent en fait quand on commence à regarder, à dérouler un peu le fil de justement d'abord d'où vient cette expression et ce qui m'a
intéressée au départ aussi, c'est essayer de comprendre les influences, intellectuelles, qui sont les inspirateurs, est-ce qu'on dit ça en français? Peut-être, Ouais, ouais. de ces termes-là, de ces visions-là qui sont vraiment, effectivement ancrées dans une vision, darwiniste, hein, de l'État comme, presque, un être humain, qui a besoin de respirer, qui a besoin d'espace pour grandir, pour se développer. Donc ça m'a vraiment interrogée beaucoup et puis, effectivement quand, on commence à lire, ces géographes, ces spécialistes de relations internationales, on voit qu'ils sont fascinés, par, les géopoliticiens, classiques, hein, ceux du 19e et 20e siècle en Europe, ils se basent en partie sur, les travaux de ces géopoliticiens pour comprendre le monde, comprendre, le développement des grandes puissances. Mais alors, j'ai pris une tangente, mais ma question que j'ai moi-même sabotée immédiatement, c'était de savoir comment vous vous y prenez pour avoir accès à cette pensée stratégique chinoise, parce qu'il y a plein de choses enfin, à peu près tout n'est pas public, c'est par ailleurs des gens qui travaillent effectivement pour le pouvoir, donc qui n'ont pas forcément vocation à avoir des procès-verbaux de toutes leurs réunions et de leurs pensées stratégiques. Et le fait est que les pensées, enfin les livres stratégiques, etc., c'est une pratique assez occidentale, qui a ses mérites pour exposer ses intentions au reste de la planète, mais qui n'est pas particulièrement la pratique des Chinois. Donc voilà, comment est-ce qu'on réussit à pénétrer un peu dans... J'allais dire la citadelle, la cité interdite, mais enfin, un bon gros cliché pour commencer, Oui, mais de la n'allons pensée pas trop dans stratégique ces chinoise. clichés-là. Voilà. Non, en fait, oui, effectivement, le pouvoir lui-même, bon, déjà, il publie des livres blancs régulièrement, mais il faut savoir les décrypter, il faut savoir lire entre les lignes, il faut avoir une bonne connaissance, de comment le système fonctionne pour pouvoir, en fait, avoir cette lecture en profondeur, d'instruments, de communication qui sont, bien sûr, utilisés par le pouvoir pour, en soutien d'une vision particulière de leur montée en puissance. Moi, mon travail, il se situe vraiment, sur cette communauté, intellectuelle et stratégique qui est un petit peu à la fois à la marge et intégrée dans le système, enfin dans l'appareil du parti. C'est-à-dire que, il y a des centres de recherche qui sont, particulièrement, impliqués dans cette mise en place et dans ce soutien, à la prise de décision politique. Ça peut être, les centres de recherche militaires, les centres de recherche de la sécurité d'État, les centres aussi, les grands centres, des universités. Il y a un certain nombre de chercheurs qui sont très proéminents et à force enfin, pour ce document, que j'ai publié il y a 6 mois, c'est des centaines de papiers que je lis. Donc au bout d'un moment, on voit émerger ceux qui, sont de plus en plus, proéminents et puis ce qui est intéressant, enfin moi la façon dont j'ai travaillé spécifiquement pour cette étude-là, c'est que, il y a un certain nombre de formulations ou de concepts qu'ils inventent, qui sont, ensuite intégrés à la doxa, c'est-à-dire à, la façon dont le pouvoir parle, de son environnement géopolitique. Donc par exemple, il y a ce concept de périphérie ou de grande périphérie qui apparaît dans les documents officiels à partir de 2013. Xi Jinping fait une conférence en octobre 2013 sur la périphérie de la Chine et ce terme de périphérie n'est pas anodin, bien sûr, il veut dire que la Chine est au centre de cet espace stratégique. Et ce terme de périphérie a été développé au fil des années, à partir de 2003-2004, par un groupe de chercheurs qui sont au sein du ministère de la Sécurité d'État, le 11e bureau qui se présente à l'extérieur comme un centre de recherche sur les questions internationales et stratégiques. Donc, vous voyez que là, il y a une sorte de mise en corrélation entre ces écrits qui ne sont pas purement des écrits de penseurs indépendants et ce que ça donne ensuite au final, comment c'est intégré dans la parole et le discours et officiel. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'on va y venir, mais c'est un vrai renouveau de la pensée stratégique et géopolitique chinoise parce que pendant très longtemps ça a été pas une discipline, on reviendra sur ce qu'est la géopolitique, parce que c'est pas du tout le terme un peu mou de la manière dont on l'emploie souvent on dit la géopolitique.
dit géopolitique pour dire analyse politique internationale. Alors, la géopolitique, c'est une discipline qui a une histoire qui est très particulière et qui est très forte. C'est un terme qui est très fort, mais simplement, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de géopolitique qu'il n'y avait pas de réflexion stratégique et pas de cette préoccupation des Chinois sur ce qui ils sont, où ils vont, comment ils s'intègrent par rapport à leur environnement. Et peut-être on peut repartir, comme c'est toujours bien de le faire, je pense, au sujet de la Chine de Mao, et de la manière dont lui-même percevait, en quelque sorte, alors dans un jeu compliqué entre l'URSS, les pays autour et les États-Unis, mais comment est-ce qu'il percevait lui-même ce qu'on n'appelait pas encore l'espace stratégique, mais c'est-à-dire cette relation à son espace et à ses espaces environnants, quoi. Oui, ben Mao, en fait, il le conçoit comme une lutte contre les impérialistes de tout crin, hein, jusqu'au début des années 60. Vraiment, et la Chine est alliée de l'Union soviétique. Et puis ensuite, il y a cette rupture sino-soviétique, pour différentes raisons, hein, que je ne vais pas détailler parce que c'est pas forcément le lieu ici, mais à partir de la rupture sino-soviétique, la Chine de Mao, en fait, se positionne comme contre l'impérialisme soviétique et l'impérialisme américain, donc les deux. Et pour essayer de déborder ces deux puissances impérialistes, Mao commence à développer une idée qui est celle d'un front uni international des peuples opprimés, qui inclut Asie, Amérique latine, Afrique. Et donc, vous voyez déjà qu'à partir de ce moment-là, la définition de l'espace stratégique devient mondiale. C'est une idée de contourner la puissance de ces deux empires par le nombre des peuples opprimés. Donc c'est un petit peu théorique et abstrait, mais en réalité, la Chine essaye à partir de ce moment-là de se positionner comme le leader du mouvement communiste mondial pour essayer de faire front à ces deux puissances. Mais là où c'est très intéressant, c'est que c'est deux volets. Il y a ce volet internationaliste, donc à l'échelle globale, c'est l'union des non-alignés, enfin bon, peu importe de ceux qui ne sont pas dans un camp et dans l'autre. Et en même temps, d'un point de vue plus resserré, directement physique, il y a ce que vous écrivez, c'est que Mao, il y a une théorie de la profondeur stratégique. C'est-à-dire on n'essaye pas de se projeter directement autour. Au contraire, on doit être capable d'encaisser les chocs, une invasion par l'URSS, peu importe. Il y a une idée qu'on peut se recroqueviller sur l'intérieur du territoire et qu'on n'est pas dans une démarche expansionniste de pousser l'espace stratégique au-delà des frontières, quoi. Voilà, en fait, on est dans une position qui est défensive et dans laquelle, en fait, la principale migraine militaire, c'est celle de cette invasion massive sur les frontières terrestres du Nord et du Nord-Ouest par l'Union soviétique. Et donc, l'idée que par la profondeur, la masse territoriale de la Chine et la masse populaire de la Chine, on va pouvoir absorber ce choc à l'intérieur. Il y a un renversement de cette carte stratégique dès le milieu des années 80, après la mort de Mao, quand Deng Xiaoping et les maréchaux qui sont à la commission militaire centrale font le point de l'environnement stratégique de la Chine et décident que, en fait, non, ça y est, cette menace de l'invasion massive soviétique est loin derrière maintenant, et donc que à l'avenir, probablement, ce qui va se passer, ça va plutôt être une série de conflits sur les approches, sur l'ensemble de la périphérie chinoise, des conflits de courte durée, des conflits de faible intensité. Et donc, du coup, pour l'APL, pour l'Armée populaire de libération et les planificateurs stratégiques, on est dans un renversement vraiment du paradigme total, où maintenant, il va falloir penser à comment est-ce que on va pouvoir déployer nos forces sur cette périphérie un petit peu partout, et qui va s'étendre de plus en plus au cours des années, puisque avec la croissance économique et la politique d'exportation de la Chine, elle a besoin aussi donc d'avoir ces approches maritimes qui sont sécurisées, elle a besoin d'importer de plus en plus d'énergie, etc., etc. Ce qui fait qu'on a un début effectivement de progression de cette carte mentale stratégique un peu plus élargie qu'elle ne l'était à l'époque de Mao.
On envisage, on passe de la haute intensité à la projection de puissance, en quelque sorte, selon un mouvement un peu inverse que celui qu'on est en train de connaître en ce moment par ici. Mais alors Mhm. c'est très intéressant parce que donc il y a ce mouvement et puis il y a un vrai, ce que vous décrivez, c'est un moment de nouveau, de renouveau, de naissance d'une pensée géopolitique. Alors je l'ai dit, géopolitique c'est vraiment quelque chose de très fort, c'est une science, enfin, c'est une discipline qui vient de la première moitié du XXe siècle, enfin, qui a été étudiée notamment par Florian Louis en France, qui a fait sa thèse là-dessus. Mhm. Ah bon, Mhm. c'est vraiment une discipline très forte, mais qui a été bannie pendant très longtemps par le Parti communiste chinois, parce que c'était pas orthodoxe, et qui renaît un peu globalement au début des années 2000, et qui préside en quelque sorte à la constitution de cette vision du monde un peu constituée qu'on va voir arriver à maturité depuis quelques années, voire quelques décennies maintenant. Oui, il y a une sorte de dissonance cognitive qui se joue en Chine parce que la géopolitique en tant que discipline est effectivement associée à une politique impérialiste que de fait un régime communiste ne peut pas ne peut pas accepter et ne peut pas dire oui on va suivre ces principes parce que du coup ça mène à cette expansion qui est honnie et rejetée idéologiquement par les élites chinoises. Donc c'est un petit peu compliqué pour les chercheurs de réinvestir cette discipline parce que justement elle est entachée et souillée d'impérialisme et d'expansionnisme. Donc mais par contre, ça ne veut pas dire effectivement que les chercheurs chinois s'en désintéressent complètement. Complètement, oui, il y a beaucoup de travaux étrangers qui sont traduits en chinois. Ils continuent de s'y intéresser. Et puis surtout, je pense que ça devient une grille de lecture pour eux, c'est-à-dire que c'est pas forcément un livre de recettes qu'on va suivre à la lettre, mais ça permet de comprendre un certain nombre de choses, ou plutôt de lire un certain nombre d'événements, et notamment donc cette co- cohésion, corrélation qu'ils font assez rapidement entre la politique étrangère des États-Unis et les théories de Spikeman qui, en fait, ont été à la base de cette idée de containment, d'endiguement de l'Union soviétique. Donc, en gros, un endiguement qu'on exerce principalement sur les marges maritimes, sur les océans, afin de comprimer l'espace continental eurasiatique où se tient l'Union soviétique à l'époque. Et donc, c'est cette grille de lecture qui conduit les chercheurs chinois à se dire, ben, en fait, les États-Unis sont imbibés de cette théorie géopolitique et notamment celle de Spikeman. Et pour eux, c'est important de continuer d'endiguer tous les régimes communistes, qu'ils soient soviétiques ou chinois. Et donc, à partir de ce moment-là, ça leur permet, eux, de se dire, nous sommes les victimes de cette nouvelle phase de containment, d'endiguement de la part des Américains. C'est extrêmement intéressant parce que donc cette pensée se constitue et puis là on arrive dans ce moment donc à la fin des années 2000 où il y a une sorte de basculement où ça vient à maturité en quelque sorte, c'est-à-dire il y a, je ne sais pas si on pourrait appeler ça l'appareil doctrinal, mais en tout cas il y a les outils intellectuels pour avoir une perception d'eux-mêmes et de leur environnement et avoir cette idée qui commence à émerger et qui va ensuite rester extrêmement structurante, celle de l'émergence inéluctable, c'est-à-dire l'idée que quoi qu'il arrive, ils sont destinés à grossir, à monter et à devenir une puissance de premier rang. Et voilà, peut-être expliquez-nous un peu ce moment qui est alors, dans la foulée de la crise de 2008, dont on sait qu'elle a été très importante intellectuellement pour les communistes, ce qu'ils sont. Mais voilà, en gros, comment est-ce qu'ils s'en sont venus à se concevoir comme ça, à concevoir leur vocation et leur espace stratégique un peu différemment à ce moment-là? Oui, en étudiant les routes de la soie, moi, ce qui m'avait frappé, c'est vraiment l'importance de cette date de 2008, de la crise financière internationale, et de ce qui ensuite est devenu la politique de rééquilibrage vers l'Asie de l'administration Obama autour de 2011. Mais en faisant ce travail de recherche sur ces concepts géopolitiques,
la date début de ces réflexions, en fait, ne faisait que remonter plus loin, plutôt effectivement même avant la fin de la guerre froide, ensuite la fin de la guerre froide, et ensuite il y a toute la décennie après l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, où on voit tout un groupe de chercheurs qui se focalisent sur comment est-ce qu'on définit la puissance. Donc c'est une période d'à peu près 10 ans où la puissance est vraiment étudiée sous toutes ses coutures, qu'elle soit puissance matérielle, soft power. Ils sont très intéressés par comment calculer la puissance. Ils la considèrent d'ailleurs comme ils développent des index, des indices pour calculer la puissance, non seulement sous des aspects matériels tels que la croissance économique ou le nombre de chars ou de bateaux que votre armée possède, mais aussi des indicateurs qui sont abstraits comme la cohésion nationale ou la professionnalisation de vos élites. Enfin, et tout ça se fait en rapport, bien sûr, pas ex nihilo, hein, mais relativement aux autres grandes puissances. Ils étudient aussi l'histoire de la montée en puissance des pays européens et autres. Enfin, on a l'impression Je peux dire, Oui. je peux dire, c'est vraiment ça un truc très géopolitique. C'est la corrélation entre la géographie et la puissance. Et ils ont toute une réflexion, notamment, enfin, qui est très classique sur les États-Unis. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont si puissants? Parce qu'ils sont super bien placés, ils ont 2 façades maritimes, oui. Personne peut aller les envahir, etc. C'est vraiment cette réflexion-là de, voilà, le pays est disposé comme ça, donc c'est pour ça qu'il est puissant, et ils déploient aussi cette même réflexion sur leur territoire chinois, en se disant, nous aussi, on a des super avantages. Oui, avantages, inconvénients, comment est-ce qu'on peut réduire ces vulnérabilités? Nous, on est une puissance hybride continentale ou maritime, on a des contraintes physiques sur nos approches maritimes, les chaînes d'îles, et on a ces contraintes aussi donc d'encerclement, de présence militaire américaine sur nos approches. Et ce qui me frappe aussi dans leur façon de définir cet encerclement, c'est qu'il n'est pas seulement physique et militaire, il est aussi intangible, c'est-à-dire ils ont vraiment peur de cet encerclement idéologique qu'ils voient grignoter l'Europe occidentale avec les mouvements de révolution de couleur en Ukraine, en Géorgie, et puis aussi plus tard en Asie centrale, les révolutions du jasmin, les printemps arabes. Tout ça les inquiète profondément, et pour eux, c'est la même chose. En fait, ça appartient à la même volonté d'encerclement, d'endiguement de la part des États-Unis. Je vais revenir dessus tout de suite, mais il y a quelque chose dont vous avez parlé qui est absolument fascinant, que vous avez déjà mentionné, qui est cette question de puissance continentale ou maritime. Alors on sait peut-être que, j'en avais fait un épisode il y a longtemps avec Alexandre Sheldon-Duplex, que la marine chinoise, elle est partie d'assez loin, elle était pendant très longtemps sous perfusion soviétique, et que il y a plein de basculements, mais il y a un basculement, c'est la Convention de Montego Bay en 1982, parce qu'ils se disent « Ah, là, il faut défendre ce territoire, c'est 200 000 nautiques, donc il faut s'équiper, etc. » Mais ils ont toute une réflexion hyper intéressante, d'un point de vue théorique, sur qu'est-ce que c'est, est-ce qu'une puissance continentale peut devenir une puissance maritime, avec un exemple qui leur pose problème, qui les inquiète un peu, c'est l'exemple de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Et voilà, c'est hyper intéressant cette manière dont qu'ils ont de se percevoir à partir de cas d'espèces historiques et de se poser des questions au présent en essayant de réfléchir sur l'Allemagne pré-1914, quoi. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a une réflexion historique qui est très intéressante également. Il y a beaucoup d'efforts de connaissances de précédents historiques. Dans le même temps, il y a aussi, vous le mentionniez tout à l'heure, cette idée d'une montée en puissance inéluctable, donc qui est à la fois sur la base de ces calculs que différents chercheurs font sur la puissance relative dans différents domaines, mais aussi sur, là on entre un petit peu au cœur du sujet du régime chinois lui-même, qui est donc marxiste-léniniste et qui est qui est infusé de ce
pragmatisme matérialiste, c'est-à-dire où en gros l'histoire est perçue comme un progrès en progression vers l'idéal qui est la création du socialisme et de l'idéal communiste. Donc cette progression, elle est un petit peu inéluctable aussi, et le rôle du parti, c'est de le faire avancer ou de saisir les bonnes opportunités pour le faire avancer dans la bonne direction. Bref, ça c'est un petit peu théorique aussi. Non, mais cette bonne direction, elle n'est pas évidente. C'est pour ça que je parlais de la question de la puissance maritime, parce qu'il se pose la question de voilà, par où est-ce qu'on se déploie. Il y a un danger à devenir une puissance maritime, parce que si on se met sur, donc l'exemple c'est l'Allemagne wilhelmienne, donc avant la Première Guerre mondiale, c'est voilà une puissance continentale qui a essayé de devenir une puissance maritime. Du coup, les Britanniques se sont sentis menacés et ça a fait la guerre et ça a fait régresser l'Allemagne. Donc comment est-ce qu'on fait pas la même chose? Comment est-ce qu'on réussit à émerger sans inquiéter les États-Unis trop pour pas que ça éclate avant qu'on puisse faire face, etc. Donc c'est hyper intéressant. En gros, il y a des options, quoi. Ils envisagent différentes voies d'expansion pour cette émergence inéluctable maritime, continentale. Il y a un éventail d'options. Et à la fin, ils vont tout choisir, mais voilà, ils envisageaient un éventail quand même. C'est-à-dire que il a été extrêmement difficile pour moi de déterminer si c'est de la poule et de l'œuf, si c'est cette volonté d'expansion qui conduit en fait ces réflexions, ou si c'est cette perception de l'encerclement qui, en fait, est-ce que ça débute par une perception de l'encerclement et donc quelque chose qui est une approche plutôt défensive, ou est-ce que ça débute par une approche offensive qui est celle de l'expansion, qui du coup est limitée, perçue comme étant limitée par ces différents facteurs d'encerclement et d'endiguement. Bon, peu importe au final, que ce soit l'un ou l'autre, le résultat, c'est que effectivement, la communauté stratégique chinoise, à partir des années milieu des années 2000 et après ensuite accéléré à partir de 2008, cherche une direction stratégique. Et effectivement, il y a plusieurs écoles. Il y en a certains qui se disent nous, on doit percer sur le flanc maritime. Notre expansion, notre avenir, il est sur la mer, sur les océans. Donc, c'est là qu'il faut pousser. Il faut devenir une vraie puissance maritime. Il y a d'autres centres de recherche et chercheurs qui, eux, s'intéressent plutôt à tourner le dos justement au maritime, là où se trouve la puissance américaine, et à étendre l'influence en sorte de mouvement de contrebalancier ou de balance, je me souviens plus comment est-ce qu'on dit ça en d'équilibrage. D'équilibrage continental par rapport à cette poussée, à cette pression que les États-Unis exercent sur le flanc maritime de la Chine, et du coup disent il faut qu'on se développe, il faut qu'on se déploie sur l'Eurasie. Donc l'Asie centrale, la République d'Asie centrale, etc. Asie centrale, Moyen-Orient, qu'ils appellent Asie occidentale pour eux, et puis bien sûr tout le continent, la Russie, et voilà, la direction, disons, continentale. Et la troisième école, elle, a une vision un petit peu plus à 360 degrés, qui est de vraiment placer la Chine au centre d'une carte mentale qui se fait en cercle concentrique, donc avec tout d'abord bien sûr ses voisins immédiats qu'il faut consolider, et puis ensuite toutes les sous-régions qui entourent la Chine, Asie du Nord-Est, Asie du Sud-Est, Asie du Sud, et ensuite les régions qui sont connectées au-delà, donc c'est-à-dire Moyen-Orient, Europe, et ensuite vers les océans Indien et Pacifique. Donc tout d'un coup, on a ces cercles, cette carte mentale qui se développe à l'échelle ce que les géopoliticiens décriraient comme le pan-continent eurasiatique, c'est-à-dire non seulement l'Eurasie, mais aussi l'Afrique et les océans qui les entourent.
Ce qui est intéressant, c'est que cette carte mentale, c'est celle qui va au final être inscrite dans le développement des routes de la soie. Quand on met côte à côte la vision qui est décrite par ces chercheurs de cette grande périphérie de la Chine, avec l'expansion des corridors des routes de la soie, qu'ils soient terrestres ou maritimes, on se rend compte que c'est les mêmes cartes en fait. Il suffit de tracer une ligne qui partirait des pôles en Arctique, fait le tour, disons, vers Hawaï, au milieu de l'océan Pacifique, inclut tout le Pacifique Sud, descend jusqu'à l'Antarctique, l'océan Indien, passe de l'autre côté en Atlantique, sur les côtes occidentales de l'Afrique. Et voilà, vous avez en fait la définition de l'espace stratégique chinois. Je peux signaler pour ceux que ça intéresse, on la trouve notamment page 60 de votre excellente étude que je Merci. mettrai en lien. Il faut dire peut-être un mot maintenant de leur perception, évidemment, enfin on a déjà commencé à en parler, mais des États-Unis, qui est absolument centrale, c'est-à-dire c'est cette question de que veulent-ils et puis il y a aussi une question de la perception, j'ai commencé à le dire, mais il y a une perception du déclin des États-Unis à la fin de la crise financière, puisqu'ils pensent en bon matérialiste historique, voilà, les contradictions internes du capitaliste amènent à sa chute, donc le truc est extrêmement cohérent depuis plus d'un siècle maintenant. Donc voilà, mais comment dire, tout ça est mis en série en quelque sorte sur bon, ils sont en déclin et du coup ils cherchent à nous étouffer comme ils ont cherché à étouffer l'URSS, etc. Et du coup il y a une capacité à avoir dans toutes les actions, enfin et même dans tout ce qui se passe sur la Terre, que ce soit autour de chez eux, le Tibet, le Xinjiang, etc., ou plus loin, les révolutions de couleur en Europe de l'Est, enfin littéralement tout, la main des États-Unis, enfin c'est quelque chose d'assez commun par ailleurs avec les soviétiques époque URSS, qu'a étudié notamment Dimitri Minik dans sa thèse publiée récemment. Voilà, c'est en fait il y a une sorte de truc de toute puissance des États-Unis, ils sont partout, c'est leur main qui est derrière tout ça, et du coup il faut se débattre contre cette tentative d'étouffement par les États-Unis. Oui, vraiment, on retrouve ce complexe obsidional à tous les niveaux. Et encore une fois, non seulement dans cette perception d'encerclement physique, mais aussi idéologique. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ses écrits. Et Xi Jinping le dit lui-même. On parlait tout à l'heure de cette différence entre le discours officiel et le discours des chercheurs, mais là, c'est un point sur lequel le discours officiel rattrape et devient de plus en plus transparent et clair, même si à une époque, il pouvait être un peu plus ambigu. Xi Jinping, lui, clarifie un certain nombre de choses, et en 2023, il dit que les manœuvres d'endiguement, d'encerclement et de suppression de l'Occident, conduit par les États-Unis, posent des problèmes énormes au développement de la Chine. Donc, alors, il y a un truc qui est très intéressant, c'est de savoir est-ce qu'ils n'ont pas raison dans une certaine mesure. C'est-à-dire, comment dire, il y a le pivot asiatique Obama qui est un moment connu, donc en 2008, 2010, 2011. Enfin bon, ce moment en gros de basculement où l'Asie redevient la première priorité, qui n'est pas sans précédent. Oui, c'est ça. Oui, mais les États-Unis n'ont pas commencé à penser à la Chine à la fin des années 2000. C'est quelque chose de très ancien. Et de fait, maintenant, avec ce pivot asiatique dont tout le monde parle, avec ce redéploiement de puissance, il y a évidemment quelque chose qui relève un peu de l'endiguement. Enfin, ou en tout cas de la projection de puissance pour limiter ou pour faire face à l'expansion chinoise. C'est-à-dire dans quelle mesure... Et en même temps, c'est aussi une histoire de poule et l'œuf. Est-ce que c'est pas aussi performatif parce que les Chinois... théorise cette chose-là que les Américains, du coup, se sentent obligés de réagir. Mais en tout cas, le fait est que se crée un complexe qui se valide mutuellement, perpétuellement, quoi. Oui, en fait, on est dans un cycle de... d'une part, une montée en puissance et d'autre part, le déclin d'une autre puissance. Donc là, on est dans vraiment un cycle qui est dû au changement structurel des rapports de force. Mais ce qui est... oui, c'est un petit... Pour moi, c'est vraiment difficile de déterminer
moi, je ne veux pas déterminer la faute. C'est la faute à qui a commencé, qui est le premier à avoir fait quoi exactement. Ce qui arrive effectivement avec cette politique de rééquilibrage annoncée en 2011, qui n'est toujours pas finalement, qui ne s'est toujours pas matérialisé réellement. Hein, c'est malgré les annonces. Hein. C'est le résultat aussi justement peut-être d'une prise de conscience du côté de Washington que la politique qui avait été mise en place jusque-là, qui était cette politique d'engagement de la Chine, de la faire intégrer les institutions internationales, de travailler avec elles, de l'engager sur le plan économique, etc. L'objectif parfois explicite, souvent implicite, c'était aboutir à la transformation politique de la Chine. Donc faire en sorte que par cette intégration dans le système international et ces échanges économiques, finalement, la population chinoise demande des droits C'est et une se autre version libéralise. du matérialisme historique, c'est-à-dire C'est à le l'américaine, en progrès fait, inéluctable vers le vers la libéralisme. démocratie. C'est Et du toujours ces coup, deux conceptions de l'histoire qui sont diamétralement opposées, voilà. mais qui Donc en sont fait, tout à fait similaires. on est exactement dans une lutte de vision de ce que le monde devrait être. Et donc du côté américain, enfin, je pense qu'on peut avoir cette grille de lecture aussi qui est celle de pourquoi est-ce les États-Unis ont pendant des années cherché à faire en sorte que le monde devienne démocratique et libéral. C'est basé sur une théorie qui est celle que les démocraties ne se font pas la guerre. C'est aussi simple que ça, hein, au final. Donc, on sera dans un monde en paix parce que les démocraties négocient et elles ne se font pas la guerre. Voilà. Donc, et de ce côté-là, enfin, ça c'est le côté américain, et le côté chinois l'entend comme, mais ça de la transformation du régime qui constitue une menace existentielle pour le Parti communiste chinois, dont la mission principale est de conserver le monopole du pouvoir et de continuer de survivre. Donc, on a enfin, c'est incompatible. Les deux sont incompatibles au départ. Mais ils sentent qu'il y a un moment voilà, qu'il y a un moment, en quelque sorte, et que c'est inéluctable, mais c'est maintenant, à partir de 2010, 2011, et avec cette expression que je vais citer parce qu'elle est quand même... Voilà, où ils lisent dans les États-Unis les caractéristiques typiques, je cite, de la ménopause hégémonique, qui est vraiment, donc avec ces symptômes comme la paranoïa et le manque de confiance en tout le monde. Et c'est ça qu'ils lisent dans les États-Unis de cette époque-là. Ils doivent le lire encore bien plus dans les États-Unis d'aujourd'hui, avec une question, mais alors ça pose la question maintenant de comment ils se perçoivent et de comment ils perçoivent exactement leur espace et leur capacité de projection. Et là, ça nous amène à un cas qui est très intéressant, qui est le cas de la relation avec la Russie. Et la manière dont vous l'expliquez, ça donne une profondeur évidemment à leur attitude dans la guerre en Ukraine notamment. C'est, vous dites, à partir du moment où ils ont choisi de s'étendre notamment par la mer, en projetant leur puissance maritime et commerciale et aussi militaire par la mer, en fait, ils ont besoin de verrouiller l'Eurasie. Et donc, ils ont besoin de sécuriser la relation avec la Russie. Donc, ils ont besoin d'avoir une Russie, en tout cas pas dans un rapport de prédation mutuelle avec eux. Et donc, c'est-à-dire, ça vient de leur pensée de l'espace stratégique, leur nécessité de, au fond, pas être dans une attitude confrontationnelle qu'ils ont parfois eue avec la Russie, quoi. Oui, encore une fois, il faut définir cet espace stratégique à la fois comme un espace territorial, physique, et aussi comme un espace idéologique. C'est-à-dire que même si, effectivement, du point de vue géopolitique, il faut consolider ces arrières eurasiatiques et du coup tenter un partenariat avec la Russie, ça ne pourrait pas être tenable s'il n'y avait pas aussi un alignement idéologique sur
quelle est cette vision de l'avenir du monde? Ce n'est pas un avenir libéral démocratique, c'est un avenir qui est tenu par l'État et les puissances autoritaires. Donc là aussi, quand on parle d'espace stratégique, même si depuis le début de notre entretien, on parle de géopolitique, donc vraiment ancré dans la géographie, du point de vue chinois, c'est aussi immédiatement perçu dans cet espace intangible, celui de l'idéologie. Et par procuration, donc quand ils ont l'impression que la Russie est encerclée par les révolutions de couleur ou par la guerre en Ukraine, ils ont l'impression d'être encerclés aussi parce qu'ils conçoivent leur espace et leur sécurité stratégique en continuité directe avec celui de la Russie, quoi. Oui, parce que ça fait partie, encore une fois, de cette sorte de grande périphérie qui s'étend jusqu'à l'Europe occidentale et jusqu'au Moyen-Orient. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est ça commence à grignoter et ça se rapproche et la main hostile des puissances occidentales se rapproche aussi de ce point de vue-là. Et alors de là vient une réflexion ils cherchent vraiment des options pour briser cet encerclement stratégique perçu. Alors on a déjà dit, globalement ils ont 3 options qui restent les mêmes, qui sont soit la mer, soit le continent, soit ils cherchent aussi un peu plus loin. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est qu'ils perçoivent aussi une percée. C'est un peu conceptuel, mais c'est important dans ce qu'on appellerait les communs. En Occident. C'est-à-dire ils ont cette idée que ces nouveaux espaces qui sont difficiles qu'on cartographie pas pareil en 3 dimensions, donc les communs c'est l'espace, le fond des mers, mais les régions polaires aussi, donc ils rajoutent ces 3 trucs à l'espace maritime et terrestre habituel, avec une idée que ça c'est des espaces qui sont pas encore, où le containment des États-Unis n'est pas efficace, ce sont des espaces qui s'ouvrent de différentes manières, et qu'il faut les saisir, parce que par là, ils pourront probablement briser l'encerclement américain, qui n'a pas assez investi ses communs encore à l'époque. Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi une corrélation avec le progrès technologique, c'est-à-dire que on le voit bien, même dans le développement de la pensée géopolitique, l'espace devient aussi un espace de contestation de plus en plus grâce au progrès technologique. Vous avez des empires terrestres qui effectivement se battent avec des armées de l'infanterie, et puis après, quand vous pouvez envoyer des avions dans l'air, l'air devient un nouvel espace stratégique. Ensuite, vous envoyez des hommes dans l'espace exo-atmosphérique. Donc voilà, là c'est pareil, et ça devient une nouvelle composante de votre espace stratégique, les mers, etc. Et donc, ce qui est intéressant aussi de ce point de vue-là, c'est que, et c'est notamment un colonel de l'APL qui, au milieu des années 80, commence cette réflexion sur quels sont justement les prochains espaces qui seront contestés ou qu'il va falloir dominer de la même façon qu'on domine l'air, la terre, la mer. Oui, pour lui, c'est les fonds sous-marins, l'espace exo-atmosphérique et puis les pôles. Et Et je parfois, me demande si aujourd'hui on rajouterait pas l'espace informationnel, voire alors le oui, cyberespace comme des dimensions qui ont émergé. parfois les chercheurs chinois le définissent de cette façon-là aussi, rajoutent le cyberespace comme ce domaine de contestation également. Mais donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc les Chinois appellent ça les nouvelles frontières stratégiques. Et là, c'est pareil, ça passe de quelque chose qui est assez conceptuel au milieu des années 80 à quelque chose qui devient de plus en plus ancré dans le discours officiel chinois, dans la législation chinoise. Et on voit également déjà se mettre en place un certain nombre d'activités d'exploration et d'exploitation de ces espaces par la Chine. Donc ça paraît un petit peu tiré par les cheveux de penser que un jour on va faire la guerre peut-être dans les profondeurs sous-marines, ou que ces espaces-là vont être
d'une certaine façon, les nouvelles frontières telles que Vasco de Gama l'avait pensé quand il est parti faire ses expéditions d'exploration. Donc, du point de vue chinois, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir des colonisations de ces espaces-là par une population chinoise qu'on va mettre, je sais pas, sur la Lune ou sur Mars, nécessairement. Mais cette sorte de territorialisation symbolique est aussi importante. Non, mais ça marche très bien pour la mer. On vit pas dans la mer et pourtant ça n'empêche pas d'être un Oui, espace de confrontation et d'autant plus libéré, débridé que en fait il n'y a pas de dommages collatéraux parce que les gens ne vivent pas en mer et du coup c'est un espace où la confrontation entre grandes puissances peut s'exprimer. Elle s'exprime beaucoup plus d'ailleurs que sur la Terre. et en plus de cet aspect de confrontation, il y a aussi l'aspect ressources. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce que recèlent les grands fonds sous-marins ou peut-être les planètes qu'on va peut-être découvrir plus tard. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ressent souvent dans les écrits chinois. C'est peut-être qu'en fait, les ressources naturelles ou les minerais qui seront au cœur de l'économie dans 80 ans, on les retrouvera ici. Donc il faut baliser le terrain. Mais alors tout Mm. ça pose quand même un problème qui est fondamental et qui est passionnant, qui est la manière dont ils se perçoivent. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a une incompatibilité radicale du logiciel chinois avec se percevoir comme un empire. Ils se sont tout entiers constitués contre l'idée d'un empire, dès le début, dans ces vous recensez très bien. Ils disent oui, alors on est une puissance qui a vocation à s'étendre, mais on n'est pas expansionniste, on n'est pas impérialiste et on adore la paix. Sachez-le. Donc c'est très amusant de voir les contorsions. Et en même temps, vous indiquez bien que ça, c'est la sémantique, mais qui n'est pas que de la sémantique. Ils y croient probablement parce que c'est très identitaire pour eux. Mais en même temps, il y a une contradiction dans les termes, avec le fait qu'ils se perçoivent toujours à l'étroit. Et inéluctablement à l'étroit. C'est-à-dire on peut refuser obstinément d'appeler ça de l'impérialisme, mais vouloir étendre son emprise sur de nouveaux territoires pour alimenter ses ressources propres et continuer à alimenter sa croissance, c'est très compliqué de dire que ça n'est pas de l'impérialisme. On pourrait presque dire que c'est même la définition de l'impérialisme. Voilà. Mais s'ils refusent obstinément de l'appeler comme ça, on peut trouver d'autres mots, mais mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une contradiction. Je ne sais pas si c'est une contradiction, peut-être qu'ils peuvent très bien s'en accommoder, de refuser juste le terme, mais le fait est qu'il y a ça quand même, quoi. Oui, il y a ça quand même, absolument. Et puis, comment est-ce qu'ils résolvent cette contorsion voilà, ils disent simplement que c'est naturel pour toute puissance émergente, grande puissance, d'avoir cet espace stratégique sur lequel on exerce. Alors, on ne parle pas forcément de contrôle, mais il parle d'influence. Donc voilà, c'est tout à fait naturel. Ça a été historiquement, ça a toujours été le cas. Moi, ce qui m'avait frappé, j'en reviens à ce même colonel parce que c'est lui vraiment dans les début des années 80 qui écrit cet article qu'il publie dans la presse spécialisée de l'APL, où il définit vraiment très très bien ce que c'est que l'espace stratégique. Hein. C'est pas juste une profondeur stratégique que recherchent les militaires dans leurs opérations quand ils sont en conflit, mais ça va bien au-delà. Et Ce colonel, il s'appelle Xu Guangyu. Guangyu, oui, c'est ça. Et donc, il décrit notamment, voilà, il dit historiquement, l'espace stratégique a toujours existé. Et vous voyez, par exemple, les Mongols, eux, avaient un espace stratégique territorial. Alors, c'est marrant qu'il dise ce terme, le dire, en fait, c'était un empire, hein, l'empire mongol au Moyen Âge, c'était un empire. Après, il dit, vous voyez, il y a d'autres formes de développement de l'espace stratégique tel que celui qui a été
fait par les Britanniques. Alors, bon, l'Empire britannique, il est maritime, oui, d'accord. Donc, on parle bien d'empire. Et puis après, il dit quelque chose du genre, oui, alors pour la Chine, il faudra aussi, enfin très naturellement, elle va développer son espace stratégique, mais ça ne sera pas comme ce qu'ont fait ces exemples historiques précédents. Nous, on le fera, c'est justifié parce que ce sera un espace stratégique pacifique. Voilà. Bon, alors. Mais non, mais au-delà de ça, ça pose donc la question de l'inéluctabilité, en quelque sorte, de l'affrontement avec les États-Unis, parce que vous montrez bien qu'il n'y a pas de... À partir de ce logiciel, il n'y a pas de bonne mesure, quoi. Il n'y a pas de fin à ça. Il n'y a pas de... Enfin, forcément, ça va s'étendre. Et ce qui renvoie à un concept très connu désormais, enfin une théorie, la théorie de Graham Allison, ce qu'il appelait le piège de Thucydide, sur cette idée qu'une puissance en expansion et une puissance en régression, en contraction, sont vouées à s'affronter inéluctablement. Modèle Sparte-Athènes sur Chine-États-Unis. Voilà, comment est-ce que vous voyez cette espèce visiblement, ils ne voudront pas s'arrêter tant qu'ils ne seront pas au premier rang, à la première place. Donc, se pose la question fatalement de ce qui peut se passer, comment on peut trouver un modus vivendi entre deux puissances à vocation hégémonique, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment au cœur de ces conversations sur l'espace stratégique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout l'espace doit être occupé finalement, que le parti ne pourra pas respirer tant que il y aura que la puissance américaine sera présente et tant qu'il y aura cette perception de la puissance américaine comme menace principale. Alors, encore une fois, il faut en revenir à ces calculs de la puissance qui continuent d'être effectués en Chine. Et bon, c'est vrai que le déclin américain, il est relatif. Il n'est pas, pour l'instant, il s'effectue de façon incrémentale. Oh là là, j'ai des anglicismes qui m'arrivent. Désolée, hein, mais maintenant on le dit aussi incrémental. Petit à petit, on va dire, plutôt que de façon brutale. Et ce qui est important, en fait, pour les Chinois, c'est de continuer à calculer ce gap entre, si vous voulez, la trajectoire déclinante supposée déclinante des États-Unis par rapport à la trajectoire supposée montante de la Chine. Alors, bien sûr, il y a une question importante qui se pose aujourd'hui, surtout en période post-Covid, où on voit que la croissance économique chinoise se ralentit et donc, du coup, la base de sa puissance matérielle peut-être est en train de commencer à s'essouffler. Et on peut se dire, du coup, cette trajectoire montante, peut-être que les élites chinoises ne la voient plus ainsi et voient qu'elle est en train de se ralentir, peut-être même décliner. Et donc, on aurait peut-être deux puissances en déclin en même temps, ou question, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, à cela, il me semble que la réponse des élites chinoises, c'est que même s'il y a un ralentissement de la croissance économique chinoise, étant donné que leurs calculs se basent encore une fois non seulement sur ces éléments statistiques matériels, mais sur tout un éventail d'indices, leur conclusion est toujours que c'est une montée en puissance. Elle se fera de façon peut-être un peu plus ralentie, mais la trajectoire est toujours ascendante et la trajectoire américaine est toujours descendante. Alors la question, c'est quand est-ce que les deux lignes se croisent et que la Chine prend le dessus. Les chercheurs dans les années 2000 avaient l'impression que, en fait, aujourd'hui, 2025, ce serait le moment où les deux lignes se croisent. Là, ils ralentissent leurs prévisions pour peut-être 2035, 2040. À voir. Et enfin, la question à laquelle vous êtes particulièrement bien placé pour répondre, puisque vous êtes aux États-Unis, vous exercez aux États-Unis depuis un certain temps maintenant, c'est la question de la réaction, c'est-à-dire vous l'avez dit, ce pivot asiatique, il n'a pas encore été fait, même s'il est très largement préparé, discuté.
Évidemment, les modalités Obama-Biden sont vastement différentes des modalités trumpiennes pour faire ça, mais au-delà de ça, comment est-ce que vous envisagez cette réaction américaine, cette réaction stratégique et ce changement de position et cette manière, même aussi à la fois de mettre les moyens, mais aussi de le conceptualiser un peu dans le détail, au-delà de dire la Chine monte, c'est important. Voilà, comment est-ce que les États-Unis se calibrent en quelque sorte pour faire face à ça, face à une puissance qui, elle, se calibre très violemment depuis 3 décennies pour faire face aux États-Unis? L'administration de Trump 2 est très différente de l'administration Trump 1. Déjà, de ce point de vue-là, Trump 1 avait vraiment, je pense, pris en compte cette différence structurelle et fondamentale entre les 2 systèmes et commençait à mettre en place un certain nombre de choses, suivies totalement par l'administration Biden. Aujourd'hui, on entend plus souvent parler du Canada et du Mexique que de l'Asie. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi de comprendre quelle est cette vision. Est-ce qu'elle s'inscrit dans la logique de ce qui s'est passé ces 8 dernières années? Ou est-ce qu'on est en train de, alors pour le coup, effectivement, avoir une réduction de la carte mentale stratégique américaine à l'espace hémisphérique plutôt que du monde. Alors, on est aujourd'hui en train d'enregistrer alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Moyen-Orient et voilà, il y a des incertitudes aussi par rapport aux actions américaines là-bas. Donc, est-ce que Trump va être un petit peu rattrapé par la réalité? C'est aussi une question. Il y a une sorte de flottement pour l'instant. Moi, je sais pas trop comment répondre à comment est-ce que cette puissance chinoise est prise en compte aujourd'hui. On est de la même manière que Biden a été un peu rattrapé par l'actualité européenne et par l'invasion voilà, de l'Ukraine, alors qu'il se dimensionnait, enfin l'administration se dimensionnait de toute évidence pour accélérer ce pivot. Oui. Est-ce que Trump est pas, alors lui, pas par des crises qu'il provoque lui-même, mais bon, c'est encore autre chose. En même temps, c'est quelque chose de... Enfin, si on regarde la composition de l'administration, il y a de tout, quoi. Oui. C'est un peu pourri. Il y a Elbridge Colby qui est un grand China Hawk, Marco Rubio. Enfin bon, on peut voilà. dire tout et n'importe quoi. Voilà, ça peut aller dans des directions très différentes, oui. Mais en tout cas, à part cette question de tarifs douaniers, on n'a pas l'impression que stratégiquement ça est percolé, enfin disons ça se place en haut de la liste des priorités de cette administration Trump 2. Alors, si on veut rationaliser un petit peu et peut-être mettre un petit peu de cadre raisonné sur des choses qu'on peut percevoir, on peut peut-être dire, en réalité, cette pression qui est faite notamment sur l'Europe, de prendre en compte sa propre défense et de faire en sorte d'être aux premières lignes pour se défendre contre la Russie, de prendre ça en charge, c'est peut-être un début de division du travail. C'est-à-dire qu'on peut le lire éventuellement comme une volonté américaine de dire vous, Européens, vous vous occupez de la menace russe et nous, du coup, ça nous permettra en fait de concentrer nos efforts sur l'Asie-Pacifique. Ça, c'est quelque chose qui est parfois évoqué. Je suis pas en mesure de vous dire que c'est vraiment ce qui se passe dans la planification stratégique actuelle. Je n'en ai aucune idée, mais c'est une grille de lecture possible. Merci beaucoup, Nadège Roland. Merci, Alexandre Jublin. Je vais rappeler donc les références de cette excellente étude Mapping China's Strategic Space, parue au National Bureau of Asian Research, parue en septembre dernier, évidemment librement disponible, et je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Merci beaucoup. Merci. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux ou sur les outils d'Apple Podcasts, de Spotify ou de YouTube. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.